Il existe deux modèles qui décrivent essentiellement la façon dont les femmes sont socialement contrôlées et sexuellement utilisées. Le modèle du bordel et celui de la ferme. Le modèle du bordel est lié à la prostitution au sens strict. Des femmes rassemblées aux fins d'être utilisées pour le sexe par des hommes, des femmes dont la fonction est explicitement non reproductive, presque anti-reproductive. Des animaux sexuels en rut ou qui feignent de l'être, s'affichant pour le sexe, qui se pavanent et posent pour le sexe. Le modèle de la ferme est lié à la maternité, aux femmes en tant que classe ensemencées par le mâle et moissonnées. Des femmes utilisées pour les fruits qu'elles portent, comme des arbres, des femmes allant de la vache primée à la chienne pelée, de la jument pur sang à la triste bête de somme. Ces deux pôles de la condition des femmes ne sont distincts et opposés qu'en surface, au plan conceptuel. Ce sont les hommes qui en font deux pôles et qui insistent sur leur distinction, leur opposition. Cette prétention masculine est intériorisée et réitérée jusqu'à ce qu'il soit plus facile de répéter le concept par cœur que de voir la réalité. Mais le concept n'est exact, descriptif, que d'un point de vue masculin. C'est-à-dire si l'on accepte les définitions masculines des actes et des femmes en cause. Tout au long de la vie des femmes, soit selon une perspective de femme, ces deux conditions se chevauchent et s'entrecroisent, chacune renforçant l'efficience de l'autre. Toute femme peut être à la fois prostituée et mère, prostituée et épouse, une mère éventuelle, ou l'une et puis l'autre, dans n'importe quel ordre. Et toute femme... Elle dit, il me semble que pour ces femmes qu'elle appelle des femmes de droite, bon, ces femmes, disons, conservatrices, hein, l'avortement, c'est ce qui va rendre toutes les femmes disponibles à tous les hommes. Et c'est en effet ce qui s'est passé quand même, parce que avant que l'avortement ne soit légalisé, il y avait une bonne excuse que les femmes pouvaient fournir pour ne pas accoucher avec un mec, c'était qu'elles ne voulaient pas être enceintes. Et après, elles ne l'avaient plus. Elle ne l'avait plus avec la contraception, et elle ne l'avait plus aussi avec l'avortement. Et les femmes de droite prévoyaient ça. Alors maintenant, ce qu'il y a, c'est ce que les femmes de droite ne prévoient pas, c'est qu'après, ça force justement à pousser la lutte et à voir, tiens, à se dire, pour toute une génération de femmes, 2 générations, 3 générations, le nombre de générations qu'il faudra, à se dire, bon, ben quand même, de toute façon, pourquoi est-ce que je dois trouver des excuses ? Hein? C'est-à-dire que la lutte progresse, les arguments des adversaires des femmes progressent, changent, on le voit très bien. Par exemple, maintenant, ils justifient l'avortement d'une autre façon, leur opposition à l'avortement les justifie d'une autre façon qui ne justifiait cette opposition il y a encore 15 ans, où ils parlaient de l'âme de l'embryon. Maintenant, ils ne parlent plus de l'âme de l'embryon, ils parlent de la détresse inévitable des femmes. Donc à chaque fois, il faut lutter d'une autre manière, etc. Mais ça veut dire que les femmes trouvent des réponses à ça. Mais ce qu'elle dit, c'est que les femmes de droite, donc, pensaient que ça allait enlever une partie de leur liberté, de la petite liberté qu'elles avaient de dire non. C'était ça le problème. C'est comme ça qu'elle le voit. Et quand elle dit que l'avortement a donné aux hommes un plus grand accès sexuel aux femmes, c'est ce qu'on a vu dans les générations de 68, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France, etc. Ça, c'est certain que c'est ça qui s'est passé, parce qu'on peut se demander d'ailleurs pourquoi ils étaient tellement favorables à l'avortement. Ils étaient très favorables à l'avortement. Les femmes de droite ont raison de dire qu'elles valent plus au foyer qu'à l'extérieur. Au foyer, leur valeur est reconnue, et sur le marché du travail, elle ne l'est pas. Dans le mariage, le labeur sexuel est récompensé. On donne, habituellement à l'épouse, plus que ce qu'elle pourrait gagner à l'extérieur. Sur le marché de l'emploi, les femmes sont exploitées en tant que main-d'œuvre à rabais. L'argument selon lequel le travail hors du foyer rend les femmes sexuellement et économiquement autonomes des hommes est tout simplement faux. Les femmes sont trop peu payées. Grosso modo, si les femmes gagnent 26% de moins que les hommes, en fait, les hommes gagnent 35% à peu près, hein, peut-être entre 32 et 36% de plus que les femmes. Donc, c'est une différence de revenus qui est très importante. Parce que qu'est-ce qui compte
À la fin, c'est le revenu que vous avez. Et bon, et en plus, la façon dont ces revenus sont calculés, c'est des salaires. Hein. On ne parle pas des revenus on ne parle pas des revenus des indépendants, puisque tout ça, c'est des différences sur des salaires, sur des choses qui peuvent être comptées. On imaginait que ça allait diminuer tout seul. C'est exactement comme je lisais l'autre jour un papier de l'INSEE sur le travail à la maison, le travail domestique, le travail ménager. Alors les femmes en font un peu moins, je ne sais pas comment elles sont arrivées à en faire un peu moins, et les hommes en font un peu plus. En 10 ans, ils en font 1 minute de plus par jour. Alors, et ça, on pouvait le deviner même il y a 10 ans, parce que ça se passait à ce rythme-là. Donc en fait, ça ne progresse pas. Ça ne progresse pas. Et si vous voulez, donc ça c'est quelque chose que je dirais que les non-féministes oublient beaucoup plus vite que les féministes. Parce que les non-féministes disent, mais il n'y a rien à faire, il suffit d'attendre que le progrès avance tout seul. Parce que le progrès avance tout seul. Si on relit des textes littéraires, hein, du début du siècle, je me souviens par exemple de texte d'un écrivain belge, je crois, Maxence van der Merch, qui décrivait en fait, d'une façon très crue, très réaliste, que les ouvrières dans les usines dans les années 1900 étaient payées juste assez, c'est-à-dire juste assez peu pour qu'elles soient obligées de coucher avec le contremaître. Autrement, elles ne pouvaient pas manger. Ce sous-paiement, il n'est pas, comment dirais-je, c'est pas une de ces... Parce que maintenant, on traite les discriminations comme si c'était... Ah oui, il y a la discrimination dans le salaire. Et puis alors, on fait abstraction de tout le reste. Mais non, tout ça fait partie d'un système. Le harcèlement sexuel fait partie, je veux dire, c'est la contrepartie de ce sous-paiement, ou ce sous-paiement, il est ce qui permet aussi le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel qui peut être une négociation, si je peux dire, ou pas une négociation, mais qui est un pouvoir et qui est en effet lié, aux humiliations symboliques, c'est-à-dire au fait de toujours rappeler aux femmes qu'elles sont des femmes, etc., de les remettre à leur place, mais aussi lié au fait de pouvoir les exploiter sexuellement. Puisque cet écrivain dont je vous parle, mais il y en avait d'autres, qui s'appelait Maxence van der Merch, le décrit tout ingénument, enfin avec indignation d'ailleurs, mais c'est comme ça que ça se passe. Or, disons, ça se passe moins maintenant. Et s'il y a des luttes contre le harcèlement sexuel, et si les femmes veulent bien témoigner, si les femmes veulent bien porter plainte, c'est bien parce que elles ont refusé ce système. Donc, le pessimisme que Andrea Dworkin décrit chez les femmes de droite, il est à la fois fondé et pas entièrement fondé, ou disons qu'il est beaucoup moins, il est moins fondé aujourd'hui.